Bonjour à tous, bienvenue sur ce live vidéo. Je suis Véronique Bonnet, la directrice générale de l'ESME Sudria. Je suis accompagnée des 3 directeurs des campus régionaux de l'ESME qui vont se présenter dans quelques instants. Bien que nos campus soient fermés, l'école continue à fonctionner. Nous donnons tous nos cours à distance et nous souhaitons garder aussi le lien avec nos futurs élèves, les candidats du concours Advance. C'est pour ça que nous avons proposé cet échange ce matin en direct via ce live. Avant de démarrer cette vidéoconférence, je vais vous dire quelques mots sur la manière dont ça va fonctionner. Tout au long de cette conférence, vous allez pouvoir poster vos questions en utilisant le chat qui est à votre disposition sur cet écran. Vos questions apparaîtront d'abord dans un onglet qui doit s'appeler « Mes questions » et certaines d'entre elles seront publiées et deviendront donc visibles par tous les participants de cette conférence. Nous avons prévu 4 temps d'échange pendant cette conférence. Je vais vous les présenter très rapidement dans l'agenda. Sachez qu'à la fin de chacun de ces temps, nous prendrons un moment pour répondre en direct aux questions qui nous ont été posées sur le sujet qu'on vient d'aborder. Si certaines questions anticipent la suite de la conférence, soyez patients, nous les traiterons au moment où le sujet sera abordé. Parallèlement à ces échanges oraux, Mélanie Puglia, qui est notre responsable des admissions, est avec nous aussi ce matin pour répondre par écrit sur le chat aux questions que vous allez pouvoir nous poser. Voilà, je pense que nous sommes prêts et donc nous allons démarrer cet échange et je vais commencer par vous présenter l'agenda. Donc, on va commencer par une présentation relativement rapide de l'ESME et des campus, donc d'ici quelques minutes. Et puis, nous passerons à la partie qui a motivé, je dirais, la proposition de cette vidéoconférence, c'est-à-dire vous donner des explications sur comment l'école a décidé d'adapter son mode de sélection et de recrutement de ses nouveaux élèves à la crise du Covid à laquelle nous sommes tous confrontés en ce moment. Donc, j'expliquerai les nouvelles modalités du concours. Vous verrez que ces nouvelles modalités vont s'attacher à comparer les dossiers des candidats aux attendus de l'école. Donc, on vous présentera quels sont ces attendus. On vous réexpliquera vraiment nos attentes pour sélectionner nos futurs élèves. Et puis, on terminera par un temps où on vous prodiguera des conseils pour adapter votre dossier à ces nouvelles conditions de sélection et dans la perspective d'une nouvelle note qui s'appelle aptitude et motivation, qui a été décidé de calculer pour s'adapter à la situation. Donc, tout au long du déroulement de cette conférence, n'hésitez pas à poser des questions et, si possible, au moment où le sujet qui vous intéresse ou pour lequel vous avez une question est abordé. Mais sinon, notre modérateur gérera l'ordre des questions. Voilà, donc nous allons commencer par le premier point et je vais vous dire rapidement quelques mots sur l'école, l'ESME, et comment elle fonctionne. Donc l'ESME Sudria, c'est une école d'ingénieurs qui a été fondée en 1905, qui est aujourd'hui implantée dans 4 villes en France, à Paris, Bordeaux, Lille et Lyon. Et au cours de son histoire, elle a diplômé 15 000 ingénieurs, donc elle bénéficie d'un des réseaux de diplômés les plus actifs et les plus importants, très reconnus notamment dans l'industrie. Elle accueille actuellement sur ses 4 campus 2300 étudiants, dont certains ont un statut d'apprenti. La majorité sont des étudiants élèves ingénieurs, mais nous accueillons également des élèves de BTS et nous allons ouvrir à la prochaine rentrée des bachelors.
C'est une école qui est pluridisciplinaire, on dit aussi parfois généraliste, et donc qui ouvre la porte de très très nombreux domaines d'activité, ce qui se traduit par un large choix de majeurs de fin d'études, hein, puisqu'on a 16 majeurs proposés à la fin des études. Un petit mot sur le déroulement de la formation. Donc, c'est une école qui accueille la majorité de ses élèves dès la première année post-bac. Et donc, c'est un programme qui a été structuré sur 5 ans en 4 grandes étapes que je vais passer en revue rapidement. La première étape, donc, c'est classiquement un cycle de qu'on appelle un cycle prépa de 2 ans. La particularité de ce cycle prépa, c'est qu'il propose, donc en plus des cours qu'on va retrouver dans toutes les prépas et dans tous les cycles prépa, il propose le choix aux élèves entre 6 parcours d'ouverture. L'objectif de ces parcours, c'est de favoriser la réussite des élèves, parce qu'on sait que nos élèves, ils aiment bien choisir une partie de leur cursus. Hein. Vous êtes une génération pour qui avoir les commandes, c'est très important. Donc, à l'ESME, dès la prépa, on peut choisir un parcours en fonction de ses goûts. Donc, avoir cette partie à la main de l'élève, c'est vraiment un levier de motivation et donc de réussite. Et ça permet aussi de se projeter dans un avenir professionnel et de développer aussi des valeurs qui nous sont très très chères, c'est-à-dire l'ouverture aux autres. Donc à travers ces parcours, on va collaborer avec d'autres écoles, d'autres domaines, d'autres nationalités. Donc c'est vraiment une très grande originalité de notre cycle prépa que de proposer ces 6 parcours au démarrage et dès le démarrage de la formation. À la fin de ce cycle prépa, les étudiants donc, commencent le cycle ingénieur avec une année qu'on appelle socle commun. Donc ça, c'est aussi la base de la formation de l'ingénieur ESME Sudria, qui va disposer d'une formation pluridisciplinaire avec un champ de disciplines large, ce qui va permettre de lui donner de la polyvalence et de l'habituer aussi à la transversalité, qui sont des compétences très importantes dans le monde actuel et très recherchées par les entreprises. À la fin de la 3e année, donc on est à la fin du socle commun, tous les étudiants partent pour étudier 6 mois à l'international. Donc c'est le semestre international obligatoire qui a lieu en début de 4e année. Enfin, pour les 3 derniers semestres, donc au retour du semestre international, les étudiants sont tous sur notre site d'Ivry pour suivre les enseignements de spécialisation, ce qu'on appelle les majeurs. Et donc là, ils vont pouvoir développer une réelle expertise dans le domaine qu'ils auront choisi. Et c'est cette dernière partie de la formation qui va nous permettre de les professionnaliser. Voilà, je ne vais pas détailler davantage la formation SME. Je pense que la plupart d'entre vous se sont déjà renseignés s'ils sont inscrits au concours. Et de toute façon, vous pouvez vraiment retrouver toutes les informations sur notre site internet. Et puis, on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà pour la présentation initiale de l'école. Je vais maintenant donner la parole à mes collègues directeurs régionaux pour qu'ils se présentent et qu'ils présentent leur campus. Et on va commencer par ordre alphabétique, par le campus de Bordeaux. Bonjour à tous, je me présente donc en effet, donc Rosile Thomas, je suis donc le directeur de l'ESME Sudria sur Bordeaux. Je vous souhaite déjà avant tout la bienvenue donc à cette session donc, de questions-réponses, en cette période un peu plus inédite, hein, je dirais. Donc nous nous sommes donc implantés en région Nouvelle-Aquitaine, place Ravesy, située donc dans la zone nord de Bordeaux, hein, dès la rentrée 2017, avec une 50aine d'étudiants à l'époque. Et nous voilà donc aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, avec notre première promotion de cycle en cycle ingénieur et représentant donc à ce jour près de 200 étudiants au total. Alors pour répondre à cette forte croissance en effectif, hein, nous nous sommes donc évidemment appuyés donc sur un socle éducatif solide, hein, innovant même je dirais, mais nous avons su donc également proposer un cadre avec des locaux d'envergure dans lequel nous avons notamment développé notre propre Fab Lab et que l'on considère d'ailleurs entre autres comme une vitrine, ou la vitrine même je dirais privilégiée, des projets de nos étudiants, développés par l'ensemble de nos étudiants.
Alors, l'importance de ce projet d'implantation répond en fait à une nécessité locale, hein, et au-delà de l'enjeu pédagogique évident dont je viens de parler, notre développement en fait s'est articulé et s'articule toujours essentiellement autour de notre intégration dans l'écosystème local, et cela par le rapprochement donc, de clusters tels que Aquitaine Robotics ou des pôles de compétitivité tels que Aerospace Valley. Donc ces activités nous permettent de participer et de fédérer même, autant à l'échelle locale que régionale d'ailleurs, autour de grands domaines innovants tels que l'IA, les biotech, la robotique, je dirais même d'ailleurs l'aéronautique, n'étant autre en fait que des grands domaines de prédilection de l'ESME Sudria. Je laisse donc à présent la parole à M. Verstraat, directeur de l'ESME Sudria sur Lille. Bonjour à tous, merci d'être connectés pour cette journée porte ouverte CJPO un peu spéciale. Alors l'ESME Sudria Lille a été mis en place en 2012. En même temps que l'ESME Sudria Lyon. C'est une école qui est située en plein centre de Lille où on va faire les 3 premières années de formation, c'est-à-dire les 2 premières années de cycle préparatoire intégré, plus la première année du cycle ingénieur. L'intérêt d'avoir des implantations en région, c'était bien sûr d'être au début proche de chez soi, avant de rejoindre le site parisien, et en même temps de bénéficier, comme l'a dit mon collègue M. Crouzil, de l'écosystème, des bassins de compétences. Et bien sûr, toujours en lien avec les savoir-faire, les compétences que vous allez développer à l'ESME Sudria. Donc, en Hauts-de-France également, nous avons les domaines de l'énergie, de la robotique, de l'IoT, et aussi pas mal d'activités autour de l'impression 3D. Alors, vous avez pu voir en ce moment, l'impression 3D, c'est imprimer des masques pour des personnels médicaux là, qui est sur le Covid-19. Donc, vous voyez, être un ingénieur, c'est connecter à son écosystème. Et c'est ce qu'on offre à chaque fois, quel que soit le campus, et c'est ce qu'on fait à l'ESME Sudria Lille. Je vais passer la parole à M. Philibert. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc Nicolas Philibert, le directeur du campus lyonnais. Très heureux d'avoir ce temps d'échange avec vous aujourd'hui, en ces temps où il est un peu difficile de rencontrer des candidats. Donc le campus lyonnais, hein, ça a été dit par Monsieur Verstraat, a été fondé il y a 8 ans de ça environ. Est situé de façon assez idéale à Lyon, hein, puisqu'on est situé dans le quartier de l'Abbaye d'Aînés, donc c'est à la fois très central et c'est vraiment en plein cœur de l'écosystème lyonnais. Donc c'est le 2e campus en termes de volume d'étudiants, puisqu'on a 300 étudiants sur le campus, donc c'est un très beau campus. Et c'est un campus bien ancré dans son écosystème, hein, puisqu'il y a avec cette ancienneté sur Lyon, c'est un campus qui a établi de nombreux liens avec l'écosystème et avec un écosystème qui est très aligné avec les thématiques de l'école. Hein. Quand on pense à Lyon, on pense beaucoup biotech, énergie, smart city, mobilité, etc. Donc beaucoup de démonstrateurs qui se sont déployés sur Lyon sur ces thématiques-là, et des thématiques, vous l'aurez vu, très en lien avec les majeurs qui seront déployés à l'école, dont on vous reparlera plus tard. En termes de développement, alors je suis relativement nouveau sur ce campus puisque j'ai pris mes fonctions au début de l'année. En tant que jeune directeur, j'essaye d'appuyer sur 2 points particuliers. Vous le verrez, le modèle du cycle préparatoire intégré nous permet vraiment de travailler sur le projet professionnel des étudiants très tôt et de les accompagner justement dans la compréhension de qui ils vont devenir dans ce métier-là, de comment ils vont vouloir interpréter ce métier-là. Donc on met beaucoup l'accent là-dessus. Et deuxième chose, la situation exceptionnelle est pour moi assez révélatrice de la limite d'un modèle qu'on a atteinte. Et donc, on essaye aussi vraiment de se reposer des questions par rapport à tout ça et de penser innovation, mais innovation responsable. Donc, comment on peut justement redonner un peu toutes ces lettres de noblesse au métier d'ingénieur dans une situation qui est assez unique aujourd'hui. Voilà, donc j'en dirai pas plus. Je vais maintenant laisser la place donc à Madame Bonnet qui va compléter la présentation des campus pour Paris et Ivry. Oui, donc effectivement, j'assure aussi la direction des campus parisiens. Donc le campus parisien de l'ESME, il est composé de 2 sites. Un site intramuros qui se situe actuellement dans le 15e arrondissement, rue du Docteur Roux,
mais je profite de cette conférence pour donner aussi quelques précisions. Ce site parisien va déménager normalement à la prochaine rentrée. Dans le 6e arrondissement, donc rue de Fleurus, donc vraiment en plein cœur de Paris. Ce nouveau site de 3500 m² accueillera tous les cours du cycle préparatoire et une bonne partie des cours de la 3e année, donc du tronc commun. Le second site qui va perdurer, c'est le site d'Ivry-sur-Seine, donc c'est en très proche périphérie de Paris. Et c'est un site de 8000 m² qui accueille en fait les installations techniques de l'école, les plateformes technologiques. Et donc, c'est un site qui va être consacré aux enseignements de spécialisation et aussi aux activités de recherche de l'école. Voilà, donc où on a tous les équipements qui sont nécessaires pour les enseignements et les projets de fin d'études qui nécessitent évidemment du matériel et des installations de haut niveau technologique. Actuellement, sur ces campus parisiens, nous accueillons un peu plus de 1600 étudiants, donc répartis sur les deux sites, qui sont essentiellement des élèves ingénieurs, mais également des élèves en BTS et à la rentrée des élèves en bachelor et dont presque 200 bénéficient du statut d'apprenti. Une caractéristique qui peut intéresser les futurs élèves que vous êtes, c'est la richesse de la vie associative. Donc on a sur ces campus parisiens de très très nombreuses associations qui font vivre ce campus, que ce soit des associations sportives avec de très très nombreux sports, évidemment un BDE, ça va de soi, une association robotique qui existe depuis des dizaines d'années, des associations à but humanitaire, enfin vraiment une vie très riche et qui font partie de la vie à l'ESME et qui contribuent à la formation, puisque ça c'est vrai sur tous les campus, on va accorder aussi beaucoup de temps, de moyens et d'importance à la vie associative qui contribue à former des ingénieurs responsables, capables de s'adapter avec les qualités humaines qu'on recherche. Voilà pour la présentation des campus et de l'école. On a déjà quand même beaucoup de questions, hein, donc on va essayer de répondre aux questions qui concernent notamment la formation et les campus. Je vais en prendre une et après je laisserai mes collègues répondre. J'ai vu passer des questions sur, puisqu'on a présenté les différents campus, est-ce qu'il y a une différence de niveau ou de sélection si on veut aller sur le campus de Paris, de Bordeaux, de Lille ou de Lyon? Donc d'abord, il n'y a pas de différence en termes de formation, c'est-à-dire que les formations sont coordonnées et donc on délivre vraiment les mêmes contenus de formation. Après, effectivement, on s'adapte, et notamment à travers les projets, à travers les stages, à travers aussi les cursus des enseignants qui ne sont pas les mêmes sur les différents campus, aux spécificités locales, et c'est ce que vous ont expliqué les différents directeurs, qui donnent une couleur à leur campus en fonction de leur écosystème et de leur spécificité, mais la formation est la même. Et à partir du milieu de la 4e année, et pour 2 semestres, tous les étudiants se retrouvent sur le site d'Ivry et évidemment, on veille à ce que tout le monde ait reçu la même formation pour terminer le cursus tous ensemble. Alors, je vais prendre pour ma part, donc, j'ai vu beaucoup de questions sur le semestre à l'international, hein, beaucoup d'interrogations. Donc, le semestre à l'international, à l'ESME, ça se passe comment? Donc, tous les étudiants en début de 4e année vont partir pour un semestre à l'étranger. Le choix des destinations est assez large, hein, puisqu'on a vraiment des partenariats avec des universités sur une 50aine de destinations sur tous les continents.
Donc accessible après en fonction d'un niveau d'anglais qu'on va mesurer au cours du parcours, d'un niveau scolaire pour certaines destinations, puisque les universités d'accueil exigent un certain niveau d'entrée. Le panel est en tout cas très large, permet vraiment un choix très très large, et c'est pour nous absolument essentiel que tous les étudiants partent à l'étranger, dans la mesure où c'est aussi la vision de l'école. Un ingénieur aujourd'hui, un ingénieur qu'on forme aujourd'hui devra demain dans sa carrière, forcément, à un moment de sa carrière, travailler à l'étranger. Donc il faut le préparer à cette acculturation-là. Donc ça se fait dans le cadre du semestre, ça se fait aussi dans le cadre du travail des langues, un travail qui est très appuyé, alors notamment sur l'anglais, avec des cours tout au long de la formation par des native speakers, avec des modèles de semaines complètement en anglais. Donc là aussi, vous voyez qu'on a un effort particulier sur la question de la langue. Enfin, vous voyez, tout ça contribue vraiment à préparer nos étudiants finalement à travailler une partie de leur carrière à l'international. Alors, je vais continuer sur une question là concernant les labs et les projets en cycle prépa. Alors, ces laboratoires sont des Fab Labs dédiés au cycle préparatoire. On a développé ces labos pour les élèves en prépa intégrée pour leur permettre d'avoir une autre approche de l'innovation en faisant. C'est-à-dire qu'à l'époque où on était les premiers à créer ces labos, et à l'époque où on a créé ces labos étaient dédiés à l'ingénieur. Une fois que vous êtes en cycle prépa, vous pouvez avoir aussi envie de développer des projets, c'est-à-dire que vous avez une démarche inverse de l'innovation, où vous allez apprendre en faisant. C'est aussi la particularité de notre pédagogie qui est tournée vers des démarches innovantes. Et en l'occurrence, les labs, c'est ça. Les Smart Labs, c'est ça. Et bien sûr, il y en a sur chaque site. Et ce sont les élèves qui animent ces laboratoires. Je vais donc poursuivre sur une question portant sur les effectifs. Les effectifs notamment qui sont donc demandés en cours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons donc 3 grands modes, on va dire, d'enseignement, que sont donc les cours magistraux ou travaux de groupe, TG, que l'on appelle donc TG, où dans ce format-là, donc les étudiants sont regroupés en promo entière. C'est-à-dire que nous avons donc toute la promo d'un cycle qui est concerné donc par cet enseignement. Donc là, ça pourrait être donc entre 80 voire une centaine d'étudiants dans des locaux et des formats donc adaptés. Nous avons ensuite donc le format en dessous qui est le format donc en travaux dirigés, en TD, où là donc nous sommes sur des formats classes, donc des formats classiques que vous connaissez du collège voire du lycée, sur lesquels les étudiants sont à peu près une trentaine d'étudiants en cours. Et puis nous avons un dernier format un peu plus restreint encore, donc sur on va dire une quinzaine d'étudiants et correspondant notamment donc aux enseignements d'ETP ou des enseignements de langue. Voilà. Alors peut-être aussi pour rebondir sur une question là, récurrente dans le chat sur la différence entre les différents moyens d'accès au métier d'ingénieur, puisque je pense que vous l'avez tous compris à ce stade de votre préparation donc de vos études supérieures. Pour accéder au métier d'ingénieur, il y a plusieurs voies et notamment beaucoup de questions sur la différence entre une CPGE et une prépa intégrée. Donc ça me paraît être une bonne question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, alors déjà, il n'y a aucune différence, qualitative entre les différentes voies d'accès. Toutes les voies se valent. Ce sont plus des moyens, des formes, des types de formations différentes. Dans une classe type CPGE, on va rester sur un modèle qui est assez scolaire. On prépare avant tout un concours. Donc, on a un périmètre très, très large de disciplines puisqu'on va pouvoir préparer plusieurs types de concours. Et on reste encore dans un modèle, je dirais, assez scolaire, type lycée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un modèle comme le nôtre, on se projette déjà vers un univers professionnel, d'accord ? Donc, notre école reste une école généraliste, donc ce périmètre de sciences et de technologies qu'on va aborder à l'école est très large, mais on se projette déjà vers des métiers. Vous l'avez vu, je pense, dans toutes les plaquettes qui décrivent l'école. Et ça permet finalement de travailler plutôt justement son projet professionnel dans le cadre de ces métiers. Ça permet de se concentrer sur certaines disciplines. Et ça permet aussi, en termes de pédagogie, de vraiment travailler différemment. Ce que l'on dit souvent à nos étudiants, c'est que toutes les méthodes qu'on met en place chez nous, dans le cycle préparatoire,
avant d'être des méthodes scolaires, c'est avant tout préparer de futurs réflexes de professionnels. Donc vous le voyez, ça change quand même beaucoup de choses sur le fond, puisqu'on se projette sur un métier au lieu de se projeter sur un concours. Donc, je prends également donc une question qui est revenue plusieurs fois d'ailleurs, concernant donc le rythme des cours et spécifiquement donc en cycle préparatoire. Et est-ce qu'il y a des DS? Alors, il faut savoir que de façon concrète, comptable, le nombre d'heures d'enseignement en cycle préparatoire peut osciller entre 25 et 30 heures. Alors, pourquoi je dis osciller? Tout simplement car au-delà du socle commun obligatoire, et des parcours également. Nous avons également des enseignements facultatifs qui peuvent donc porter le nombre d'heures un peu plus que ceux qui ne suivraient pas donc ces cours facultatifs. Et également, donc, concernant les DS, concernant la question sur les DS, il y a évidemment des DS en contrôle continu tout au long d'un semestre. Et outre les premières semaines qui sont consacrées plutôt, on va dire, à l'initiation des premiers cours, des premières compétences, à partir donc de mi-octobre, on commence donc un cycle régulier hebdomadaire de DS à coup de 1 DS donc par semaine. Voilà, donc on privilégie cette régularité donc dans le travail. Et il y a enfin également des partiels qui sont proposés à la fin donc de chaque semestre. Alors moi, je vais faire un petit point sur l'apprentissage. Aujourd'hui, l'apprentissage commence en première année de cycle ingénieur. Et donc, c'est un processus qui se fait pour certains élèves qui ont le bon profil, pouvoir travailler à la fois en entreprise, donc avec un projet professionnel, et aussi suivre des cours. Il faut certaines aptitudes. Heureusement, le cycle préparatoire permet de mettre en avant ces aptitudes et puis de déclarer un petit peu son envie d'aller vers cette voie. Aujourd'hui, l'apprentissage se fait sur Ivry-sur-Seine, mais pas encore sur les campus régionaux. Je voudrais juste quand même ajouter, excusez-moi, je voudrais ajouter qu'on a un projet d'ouverture quand même de la formation par l'apprentissage à Lille, mais qui est en cours d'examen par la commission des titres. Voilà. Donc, a priori, dans 1 an et demi, on ouvrira également la formation par l'apprentissage à Lille. J'ai vu une question qui me tient particulièrement à cœur, c'est quel est le pourcentage de filles à l'école. Donc actuellement, en moyenne, sur tous les campus, il est à 20%, avec une assez grande disparité en fonction des campus, qu'on n'a pas forcément le moyen d'expliquer. Mais je revendique le fait que c'est un objectif prioritaire d'augmenter le pourcentage de filles sur l'ensemble de nos campus et dans les formations d'ingénieurs en général. Les circonstances actuelles, on a besoin des nouvelles technologies pour faire face au réchauffement climatique, aux conditions, améliorer la condition de vie des gens. On a besoin d'ingénieurs et pour répondre à tous ces enjeux si importants, évidemment qu'on a besoin que les filles s'en mêlent, c'est ce que je dis toujours, et ce n'est pas une boutade, je pense que c'est vraiment un enjeu très important. Donc, mesdemoiselles, nous avons besoin de vous. Je crois qu'il y a une question sur l'ouverture de bachelor à l'ESME, et peut-être qu'on va après passer au point suivant. Donc, il y a effectivement à la prochaine rentrée des formations, donc Bac+3 technologiques qui vont ouvrir sur les campus d'Ivry et sur le campus de Bordeaux. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces formations ce matin parce que ça fera l'objet d'une autre vidéoconférence spécifique. Je vous encourage à aller sur nos sites internet pour vous renseigner sur à la fois les contenus de ces formations et les modalités. Ce sont des formations professionnalisantes qui visent des nouveaux métiers, donc évidemment autour des nouvelles technologies qui sont les compétences de l'ESME Sudria, et qui offre voilà, des nouvelles possibilités, des nouvelles perspectives de formation dans les nouvelles technologies.
Je pense que voilà, on a encore beaucoup de questions, mais l'agenda doit être déroulé. Donc, je vous propose d'arrêter là les questions-réponses vraiment sur la formation et les campus, et de passer à la partie de cet échange qui va concerner vraiment les modalités d'admission et les aménagements qu'on a dû faire suite à la crise du Covid-19. Donc, le concours Advance, initialement, c'était 3 étapes. Donc, une note de dossier, des oraux de maths, d'anglais et de motivation, et des épreuves écrites. Donc, étant donné la situation, on a pris les dispositions suivantes. Le dossier, la note de dossier, donc, qui est tirée de Parcoursup et qui prend en compte les notes de maths, de physique, d'anglais, les notes au bac de français, et votre enseignement de spécialité pour la terminale. Donc, on prend toutes ces notes-là, on affecte des coefficients et on prend en compte les 3 trimestres de première et les 2 premiers trimestres de terminale. Donc, cette note-là qui existait déjà dans le règlement du concours Advance est inchangée. On va continuer à calculer cette note à partir de votre dossier scolaire. Et c'est une note qui va être utilisée par toutes les écoles du concours. Donc, c'est la note de dossier qu'on a renommée note académique, puisqu'on va travailler que sur le dossier, mais la note académique donc reste inchangée. La nouveauté, et pour faire face à l'impossibilité d'organiser des oraux, ça nous a semblé beaucoup trop risqué d'organiser des oraux, même si on a beaucoup échangé autour de ça, parce que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur de pouvoir rencontrer nos candidats. Mais il y avait trop de risques et aussi de risques d'inégalité, parce qu'en fonction de là où les gens sont confinés, s'ils sont malades ou pas, est-ce qu'ils auraient pu vraiment suivre ces oraux. Donc finalement, on s'est résolu à abandonner l'idée de faire des oraux même à distance. Et donc, on va essayer d'évaluer ce qu'on évaluait lors de l'oral de motivation à travers une nouvelle note qu'on a appelée aptitude et motivation. Et c'est une note qui est tournée vers l'école et qui est spécifique en fait à chaque école du concours. Donc, vous aurez une note de dossier commune, mais une note aptitude et motivation qui sera spécifique à chaque école du concours pour laquelle vous avez exprimé un vœu. Donc, je vais détailler un petit peu la manière dont sera calculée cette note d'aptitude. Et puis ensuite, mes collègues apporteront des compléments d'information pour vous expliquer comment vous pouvez adapter votre dossier pour nous faire apparaître vos aptitudes et votre motivation à travers votre dossier Parcoursup. Cette note d'aptitude et de motivation, en fait, elle va donc être tirée de l'examen approfondi du dossier Parcoursup, mais on va aller voir plus les données qualitatives, ce qui est écrit dans votre dossier, plus que les notes et les données quantitatives. Chaque jury qui va mettre une note aptitude et motivation va devoir se prononcer sur 2 critères. Le premier critère, c'est votre capacité à réussir, c'est-à-dire votre capacité à vous adapter aux méthodes et aux enseignements de l'école. Donc, pour évaluer ça, on va s'appuyer sur les choses qui ont été, les informations qui ont été données par vos enseignants, par les établissements. On va aussi prendre en compte les spécificités de l'établissement dans lequel l'élève a suivi sa terminale, parce qu'on sait qu'il y a des méthodes de notation qui sont différentes par lycée. On va regarder aussi si vous avez suivi des sections ou des options particulières. Et évidemment, on va donner une importance grande à l'appréciation, aux appréciations, à l'avis du conseil de classe. Et on regardera aussi l'évolution de vos notes, même si elles ne sont pas excellentes, mais si elles sont en progrès constant et si on voit qu'effectivement vous êtes sur la pente ascendante, ce sera pris en compte pour vous donner un bonus. Donc voilà sur le premier critère qui concerne l'évaluation de votre capacité à réussir et à vous adapter si vous intégrez l'école. Le deuxième critère pris en compte pour l'établissement de cette note, c'est un critère de motivation. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie à la fois d'être ingénieur et en particulier d'intégrer notre école?
pour valoriser cette motivation, on va vraiment aller chercher les éléments qui vont se trouver plus dans les parties centre d'intérêt et activité, ou plutôt activité et centre d'intérêt, et dans votre projet de formation motivé. Et on va comparer ces éléments avec ce qu'on attend, ce qui s'appelle dans Parcoursup les attendus. Donc, pour vous expliquer encore plus en détail comment peut-être vous pouvez améliorer votre note sur ce deuxième point et nous prouver votre motivation, mes collègues vont vous expliquer ou vous rappeler à la fois que sont nos attendus et puis ensuite comment adapter votre dossier à ces attendus. Donc, avant peut-être de passer aux descriptions des attendus, on peut peut-être voir s'il y a quelques questions sur cette note d'aptitude et motivation auxquelles on peut déjà répondre. J'avais vu une première question, c'est est-ce qu'on peut demander un entretien Skype ou vidéo? La réponse est non. Ce qui est très important pour nous et pour Parcoursup d'ailleurs, c'est d'avoir une équité de traitement entre tous les candidats. Donc c'était soit tous les candidats passent un entretien en vidéo, soit on ne peut pas en faire passer à personne, parce que sinon ce serait vraiment pas égalitaire dans le traitement des dossiers. Donc on a été sollicité et on l'est régulièrement pour savoir si on pouvait quand même passer un entretien. On ne peut pas passer un entretien, on peut avoir un échange pour répondre à vos questions, si vous le souhaitez, pour vous renseigner sur l'école, mais en tout état de cause, ce ne sera pas un entretien de motivation qui rentrera dans l'évaluation de votre dossier. Alors, je vais reprendre une question, mais à laquelle Madame Bonnet a répondu pendant sa présentation. Mais donc, je suis lycéen en classe de terminale S dans un lycée privé qui est très exigeant, et donc les notes ne sont pas le reflet de la réalité. C'est-à-dire que comparé à certains lycées provenant d'autres établissements, les étudiants sont lésés. Qu'en est-il pour l'étude du dossier? Donc là, en fait, la question qui est posée, c'est que est-ce que si je viens d'un lycée très exigeant et que les notes donc sont inférieures par rapport à un autre lycée dans lequel j'aurais pu être, est-ce que mon dossier donc sera lésé? Alors, donc là, en l'occurrence, comme il a été précisé, évidemment non, pas lésé. Pourquoi? Puisque un système donc de points bonus a été mis en place pour valoriser donc justement les étudiants qui sont positionnés sur des lycées avec une certaine exigence. Voilà. Peut-être une... Non, je laisse la parole à Monsieur Philibert, je crois qu'il a voulu demander la parole. Non, tu n'as plus de micro, Nicolas. Pardon, excusez-moi. En fait, pour le coup, c'était pour répondre à ce point complémentaire que M. Crouzil a évoqué. Hein, donc, je pense qu'il a rassuré tout le monde sur ce point-là. Ok. Il y a une question sur les épreuves écrites. Des concours sont annulés. Que prévoyez-vous pour départager plusieurs élèves d'un même niveau? Eh bien, enfin, j'espère avoir répondu à cette question en disant que justement, on a introduit une note sur la motivation, et c'est ça qui va départager en fait les élèves d'un même niveau. Effectivement, et les épreuves écrites, en fait, le niveau académique, il va être vraiment tiré de la note académique, la note du dossier qui reste la même, et modulé par ce que vient d'expliquer Monsieur Crouzil. On va poursuivre l'échange et puis on reviendra. De toute façon, il va y avoir encore sûrement beaucoup de questions. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Monsieur Verstraete, directeur de Lille, qui va bien vous rappeler quelles sont nos attentes. Hein, donc, quelles sont nos attentes et qui sont exprimées, que vous pourrez retrouver en allant lire les attendus dans Parcoursup. Alors oui, pour pouvoir répondre à toutes vos questions et puis compléter votre dossier par rapport à votre projet de devenir ingénieur, sur les attendus, on a 3 niveaux. Un niveau très général, qui est celui de la commission des titres d'ingénieur, hein, qui aujourd'hui régule l'établissement et les écoles qui délivrent le diplôme d'ingénieur. Et donc, elle établit qu'il faut, dans son profil, avoir des aptitudes, un goût pour les sciences et technologies,
avoir une maîtrise de l'expression écrite et orale, bien sûr. Hein, l'ingénieur est un chef de projet, c'est quelqu'un qui doit communiquer à l'écrit et à l'oral pour mener à bien les missions qui lui sont confiées. Il y a aussi une importance donnée aux langues étrangères. Alors ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une activité d'ingénieur qui se fasse dans un seul pays et la multiculturalité est quelque chose qui est vraiment apprécié et vos compétences en langue sont importantes. Au-delà de ça, en plus de ça, une culture générale, une ouverture d'esprit, donc ça, c'est des arguments que vous retrouvez souvent chez l'ingénieur, mais aussi être connecté au monde qui nous entoure, avoir des intérêts pour les enjeux sociétaux, parce que ces enjeux vous permettront sans doute de trouver le domaine, votre voie, mais c'est aussi quelque chose aujourd'hui qui conditionne l'activité des entreprises dans lesquelles vous pourrez travailler plus tard. On resserre à un niveau qui est celui du concours. Le concours Advance, donc bien sûr 4 écoles avec le domaine de l'aéronautique, le domaine de l'informatique, le domaine des biotechnologies, puis l'ESME Sudria, école généraliste qui englobe tous ces domaines-là. Et nous, ce qu'on souhaite dans ce concours, c'est bien sûr que vous ayez un intérêt, une envie, une motivation pour l'une de ces écoles, que vous soyez créatif, innovant. On vous a parlé des labs et c'est valable pour toutes nos écoles. On met en place des projets pour les élèves. Montrez votre engagement. Le fait que vous soyez capable de prendre des responsabilités, que vous soyez sensible à l'éthique, ça c'est vraiment un trait de nos ingénieurs. Ensuite, l'entraide, la bienveillance, eh bien, une école d'ingénieurs, c'est un réseau. Le réseau commence à l'intérieur, avec les associations, avec les projets que vous allez mener. Donc, on cherche vraiment cette qualité d'entraide, de bienveillance et de travail en équipe. On va resserrer sur l'ESME Sudria. Donc, école généraliste, pluridisciplinaire. Nous, on a vraiment envie de trouver des candidats curieux, ouverts, avec un intérêt pour plein de domaines. Ne soyez pas frustrés parce que vous ne savez pas encore quel sera votre métier. C'est pas grave. Vous devez nous montrer que vous avez bien vu nos parcours pour s'initier à des domaines, pour pouvoir imaginer votre futur. Et c'est ça qu'il faut mettre en place. Et c'est ça qu'il faut nous montrer. Et puis, bien sûr, si vous allez vers la section anglophone, il faut aimer l'anglais, il faut avoir un niveau suffisant pour postuler et puis avoir cet intérêt pour l'international. Voilà vraiment pour nos attendus, hein, en resserrant du plus général à l'ESME Sudria et mettez ça en avant dans vos demandes, dans vos dossiers. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Je propose qu'on reprenne quelques questions avant de passer au conseil. J'ai vu quelqu'un qui a demandé qui va lire la lettre de motivation. C'est un membre du jury qui est forcément quelqu'un qui est soit membre de la direction de l'école, soit un enseignant. Voilà, qui a une grille d'évaluation de votre lettre de motivation et dans laquelle on va aller rechercher des indications justement sur votre projet et votre intérêt. Alors, il y a beaucoup de... Oui. Oui, pardon, je me permets de prendre le relais. Donc, je vois aussi une question sur est-ce qu'il est possible de montrer dans le projet de formation qu'on a participé aux journées de découverte de l'école, qu'on a participé aux journées de préparation du concours ou aux journées de découverte du métier de l'ingénieur. Donc, effectivement, je vois que plusieurs d'entre vous ont effectivement participé à ces journées qui étaient proposées par le SME pour justement préparer l'entrée à l'école, pour augmenter ses chances de réussir le concours. Bien entendu, nous, c'est des éléments qui vont complètement contribuer à évaluer la motivation de quelqu'un à rentrer à l'ESME et pas dans une autre école d'ingénieur, qui vont montrer votre avis de mieux comprendre l'école, de mieux comprendre en quoi l'école peut servir son projet personnel. Donc, tout à fait, ces éléments-là seront pris en compte dans l'étude de vos dossiers. Une autre question avant de poursuivre. Lisez-vous les appréciations des dossiers? La réponse est oui, on va lire vraiment tout votre dossier. Voilà, et simplement parce que voilà, on sent à la lecture de ces questions évidemment pas mal d'angoisse et de stress. On est une école avec des valeurs humaines fortes. C'est pour ça aussi qu'on prenait le soin de rencontrer 6000 candidats à l'oral. Donc on va examiner vos dossiers avec le même état d'esprit, la même bienveillance.
on cherche plus à mettre des bonus et à valoriser ou à corriger effectivement des choses qui ressortiraient pas si on faisait un simple calcul de moyenne. Et donc vraiment, c'est dans cet esprit-là qu'on va regarder vos dossiers. Et on a une grille où on met beaucoup de bonus. Et évidemment, il y a quand même quelques points qui nous inquiètent et qui peuvent faire l'objet d'un malus si vraiment les appréciations sont très mauvaises, ou si le chef d'établissement donne un avis défavorable à votre projet. Bon, évidemment, ça nous questionne et on prend en compte ça, parce que quand même, vos enseignants et vos établissements, ils vous connaissent. Mais ce qui nous importe, parce qu'une école d'ingénieur, c'est pas le lycée. On sait que c'est un nouveau départ pour vous, et c'est pour ça qu'on faisait des oraux. C'était pour donner une chance à des gens qui peut-être se sont un peu cherchés, ou ont eu des accidents de parcours, ou sont dans des établissements très élitistes, et qui sont pour nous des gens avec un fort potentiel. Et si en plus ils ont une forte motivation, on sait qu'ils peuvent très bien réussir. Et c'est vraiment ça qu'on recherche à l'examen de vos dossiers. Donc voilà, c'est important, et c'est pour ça aussi qu'on a fait cet échange. Et du coup, ça va me permettre aussi de faire la transition avec le point suivant, qui est de vous donner quelques conseils sur la manière dont vous pouvez adapter votre dossier, le compléter, parce que j'y reviendrai en conclusion de cette conférence, mais vous pouvez encore changer le contenu des rubriques activités et centres d'intérêt, et de la rubrique projet de formation motivée. Donc on va maintenant vous donner des conseils à suivre pour justement valoriser votre candidature et booster votre note aptitude et motivation. Je crois que c'est Monsieur Crouzil de Bordeaux qui va commencer par les conseils sur la rubrique activités et centres d'intérêt. Le micro est coupé. Oui, c'est bon. Donc, merci. Donc, effectivement, comme je le disais, donc au-delà du premier bilan comptable, que je pourrais dire, donc quantitatif, qui est fait évidemment sur le dossier et sur vos notes suivies au lycée, comme on vient donc de vous le dire à plusieurs reprises, l'ensemble donc de mes trois collègues vient de le préciser sur plusieurs points. Il va être important donc de nous parler, tout simplement, nous parler de vous, nous parler de qui vous êtes, et notamment à travers donc deux sections très importantes sur les activités et centres d'intérêt et le projet de formation. Donc, dans un premier temps, effectivement, donc autour donc des activités et centres d'intérêt, vous êtes donc rendu compte que plusieurs rubriques étaient là donc pour nous exposer un peu donc quelles étaient l'ensemble des activités que vous aviez pu suivre, que vous continuez à suivre. Donc ici, il est important donc d'être très précis, dans la description des points que vous abordez. Donc, autrement dit, être concret et être surtout sincère. Ça veut dire donc tout simplement essayer de nous retranscrire tout simplement qui vous êtes, sans chercher forcément à en faire trop, sans chercher forcément à en dire trop, mais tout simplement nous dire clairement qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous mettez en application vos sentiments, vos ressentis, sans forcément vouloir en dire trop et aller au-delà donc du raisonnable. On ne s'entend évidemment pas à ce que vous remplissiez donc l'ensemble des rubriques avec une multitude donc de points que vous auriez développés, abordés, faits. Donc évidemment, centrez-vous sur qui vous êtes de façon donc très concrète et très sincère. Donc un autre point qui va être donc très important, qui va être abordé donc par Monsieur Philibert, est justement donc le développement du projet de formation. Oui, merci Thomas. Donc le projet de formation motivée, c'est vraiment un élément essentiel de votre dossier. C'est le moment où vous avez la parole, c'est le moment où vous pouvez convaincre. C'est le moment où vous pouvez en fait nous montrer quelle est la maturité de ce choix que vous faites en demandant d'entrer à l'ESME. Alors, la maturité de ce choix, c'est quoi? C'est plusieurs choses, en fait. Je dirais que c'est la maturité de votre projet professionnel, alors qui en est au stade où il en est. Hein. Rassurez-vous, à 18 ans, peu de gens ont une idée très précise sur le métier qu'ils veulent faire dans 30 ans. Mais on essaye de regarder les étudiants qui ont quand même commencé à se projeter un peu plus loin vers leur avenir professionnel.
les étudiants qui ont identifié le métier d'ingénieur, alors il y a une grande réalité derrière ce métier-là, mais on essaie aussi de voir justement quel est le travail que vous avez fait pour comprendre ce métier-là et pourquoi vous le choisissez. On essaye d'évaluer dans quelle mesure vous avez vraiment choisi cette voie-là plutôt qu'une autre de façon consciente, hein. On en a parlé tout à l'heure, pour devenir ingénieur, on peut passer par une CPGE, on peut passer par une classe préparatoire intégrée, on peut passer par un IUT. Toutes ces voies-là veulent dire des choses différentes et ont des exigences différentes. Donc on essaye d'évaluer dans quelle mesure vous avez vraiment fait un choix conscient d'une voie plutôt que d'une autre. Et enfin, on essaye aussi de voir dans quelle mesure vous avez fait vraiment le choix de l'ESME, si vous avez choisi donc la voie de la prépa intégrée, plutôt que d'une autre école. Voilà, dans quelle mesure vous vous êtes déjà projeté dans l'école, dans quelle mesure vous adhérez à la vision qu'on a commencé à partager avec vous, dans quelle mesure vous commencez déjà à vous projeter sur les parcours de l'école, les majeurs de l'école. Bref, on essaye de voir vraiment si cette demande d'intégrer le SME, elle est construite, elle est motivée, et elle fait preuve d'une maturité. Voilà. Donc c'est encore une fois à ce moment-là que vous avez la parole. 1500 caractères pour en parler, c'est peu. Donc il faut vraiment optimiser un petit peu ce texte que vous allez nous faire parvenir. Mais rassurez-vous, on vous en a parlé tout à l'heure, il va être lu par les gens qui habituellement finalement vous reçoivent en jury. Donc c'est des gens qui vont pouvoir justement, qui ont l'habitude d'évaluer la maturité de ce projet-là. Voilà, donc en tout cas, vous prenez bien cette dimension, c'est tout à fait essentiel. On a une question de Marie qui dit « Quand on a déjà confirmé le vœu, peut-on enrichir le projet en fonction de ce que vous venez de dire ?» Oui, absolument. Je vais le redire en conclusion de cet échange, mais vous avez jusqu'au 2 avril pour confirmer vos vœux et même si vous avez déjà validé votre vœu, jusqu'au 2 avril, vous pouvez changer le contenu des rubriques dont on vient de parler. Alors, donc, je prends une question concernant les redoublants. Est-ce que les redoublants de terminale ne risquent pas d'être discriminés? Donc, je pense que à travers donc le discours que l'on tient tous depuis le début, je pense que vous avez donc une réponse un peu à cette question. Évidemment, donc je dirais que non. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a tous droit évidemment à une seconde chance. Il est possible de redoubler au cours de sa scolarité. Ce qui va surtout nous importer ici, c'est tout simplement quels vont être justement les commentaires apportés par vos enseignants sur votre investissement donc sur cette année de redoublement. Et également, est-ce qu'il y a eu donc une évolution donc dans vos notes entre l'année précédente et cette année donc de redoublement. Donc encore une fois, ce sur quoi on s'attardera, c'est tout simplement donc la maturité donc de la personne, la prise de conscience, l'évolution donc du projet. Une question qui est posée par plusieurs participants qui concerne la difficulté de faire cet exercice dont on vient de préciser un peu les contours avec seulement 1500 caractères et en particulier quand il y a 2 ou voire 3 écoles du concours qui intéressent. Bon, c'est souvent 1 ou 2 en fait, hein, où on a vraiment, on peut hésiter particulièrement sur 2 écoles, souvent c'est comme ça. Donc effectivement, vous ne pouvez pas nous faire une grande dissertation, donc c'est pour ça qu'il faut être précis, vraiment ne pas hésiter à nommer ces écoles, à écrire, parce que c'est un élément objectif, et puis après, pour chacune, des points clés, pour le SME, tel parcours, telle spécificité, telle option qui vous intéresse et qui vont nous montrer que vous avez pris le soin de vous informer et que votre motivation, elle est argumentée. Donc, on ne vous demande pas forcément de disserter parce que vous ne pouvez pas le faire, mais vraiment des mots clés qui sont importants. Et on s'attachera vraiment aussi beaucoup justement au fond, au contenu,
et un peu moins à la forme, parce que la forme, on sait que ce n'est pas forcément le candidat qui l'écrit, et certains peuvent se faire aider plus que d'autres. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de retrouver dans ces éléments des éléments factuels qui montrent que vous vous êtes renseigné et vous avez apprécié tel et tel point de l'école, et que vous vous positionnez, vous, avec votre profil par rapport à ces spécificités. Alors, je vois des questions sur les lycées et la difficulté dans certains lycées qui sont beaucoup plus exigeants. Alors, n'oubliez pas, les lycées sont classés comme les écoles d'ingénieurs. Donc, nous, on se réfère au classement. Et puis, l'intérêt d'avoir une école d'ingénieurs telle que le SME Sudria qui est présente dans plusieurs régions, c'est qu'à chaque fois, nous établissons des relations avec vos lycées, même les élèves qui ont fait vos lycées, qui sont chez nous, qu'on connaît bien, nous ont bien sûr donné des informations et puis ils retournent dans leur lycée pour les forums, donc ils vous rencontrent et on a ce lien qui est tissé avec l'ensemble des lycées en France et donc bien sûr ça n'est pas arbitraire, il y a les classements et il y a aussi nos relations avec l'ensemble des lycées, donc ne vous inquiétez pas, nous savons exactement dans quel lycée vous êtes et ce que vous faites en fait. Une autre... Okay. Ouais, oui, donc une autre question sur donc de Rosa qui nous demande si avoir un jury ESME change-t-il quelque chose à notre notation. Alors oui, pour le coup, avoir choisi un jury spécifiquement ESME, ça montre quelque chose de votre motivation. Nous, c'est quelque chose qu'on prend bien entendu en compte puisque ça montre que vous avez fait le choix d'une école plutôt que d'une autre dans le cadre du concours Advance, donc vous avez préciser ce projet professionnel qu'on évoquait et que vous ne choisissez pas une école au hasard. Donc effectivement, je vous confirme que c'est un point qui sera pris en compte dans la notation et dans l'évaluation de la motivation des candidats. Une autre question sur comment on peut savoir si notre lycée fait partie des lycées dits exigeants. Pour catégoriser ces lycées, donc non seulement, comme le disait M. Verstraete, évidemment, on connaît notre environnement et on connaît les lycées les plus élitistes des différentes régions où on se trouve, mais on n'est pas non plus dans toutes les régions. Et donc, on va se baser sur le classement des lycées réalisés par le magazine L'Étudiant, sur les critères qui montrent que le lycée est élitiste, et notamment sur les taux de mention au bac. Pas de micro, Monsieur Crouzil, pas de micro. Regardez-vous les bulletins de seconde si le bulletin de premier est mauvais, mais que le bulletin de terminale est bon. Alors, donc évidemment, comme il a été précisé, les bulletins donc, que nous allons donc regarder, donc le point de vue comptable se fera justement sur les résultats de la premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que les résultats donc de terminale, premier et deuxième trimestre. Donc non, nous n'allons pas, on va dire, compenser une mauvaise année par une autre précédente. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on regarde non pas simplement l'année de terminale, mais on regarde également l'année de première pour voir un peu également l'évolution, la maturité de la personne et l'évolution donc dans le contexte notamment scientifique. Alors une autre question de Thomas, est-ce que l'on peut vous faire parvenir des lettres de recommandation? Donc on a déjà un peu évoqué ce point auparavant. Ce qui est très important pour nous, c'est d'être vraiment le plus impartial possible dans le traitement des candidatures. Donc d'avoir les mêmes références pour comparer les candidats les uns aux autres. Donc effectivement, non, une lettre de recommandation ne peut pas être jointe à un dossier. C'est pas un élément qui va pouvoir ajouter une dimension au dossier. On veut vraiment comparer tous les candidats sur exactement les mêmes éléments. Véronique, le micro. Excusez-moi. Donc, dans une question sur le projet de formation motivée, faut-il se présenter et parler de soi ou uniquement de notre volonté d'intégrer l'école?
il faut parler de soi, évidemment. Il faut vraiment, l'objectif, c'est de faire le lien entre la personne qui candidate et la formation. Donc, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de caractère, mais il faut quand même effectivement, dans ce projet de formation motivée, à la fois nous montrer que vous avez compris ce qu'on proposait, qui on est, et que ça correspond à votre propre projet. Donc également une question, regardez-vous les absences? Donc je pense que vous l'avez compris, toutes ces questions tournent un peu autour de la même thématique, hein. Et la réponse va être encore une fois donc la même. Évidemment, lorsqu'il y a des absences, nous allons regarder pourquoi ces absences, pourquoi il y a des absences. Est-ce que c'est dû par exemple à un problème médical, un problème personnel, quel qu'il soit, puisque généralement donc tout cela est précisé. Si ce ne sont que des absences non justifiées et qui se couplent à, par exemple, un comportement en classe qui n'est pas idoine, évidemment que cela comptera de façon en malus. Si cela est justifié, évidemment, encore une fois, comme on l'a précisé tout à l'heure, nous avons évidemment droit donc à des absences et cela ne sera pas compté en tant que malus. Une question sur le pourcentage d'étudiants acceptés par rapport aux demandes. Donc là, on est sur le fonctionnement et le mécanisme du concours. Donc, j'ai plus le nombre précis en tête, mais on a plus de 7000 candidats au concours. Parmi ces 7000 candidats, je n'ai pas non plus encore le décompte exact, puisque vous n'avez pas encore tous validé vos vœux, mais on compte sur 6000 candidats qui auraient choisi le SME. Et on a 400 places sur 6000 candidats. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Après, c'est pour ça que nous, en fait, à partir des deux notes dont on a parlé, donc votre note académique et votre note aptitude et motivation, on va classer tous les candidats qui auront choisi le SME. Et après, enfin, on va les classer, puis après, on va mettre une barre en dessous de laquelle on dira, bah, là, vous n'êtes plus admis. D'accord. Tous les étudiants qui sont classés jusqu'à cette barre limite d'admission vont être ensuite appelés par la plateforme Parcoursup dans l'ordre dans lequel on les a classés. Voilà. Et donc, en fait, tout dépendra de la réponse des gens qui vont être appelés. Au fur et à mesure qu'une personne est appelée, elle dit qu'elle accepte ou pas cette proposition. Si elle l'accepte, ça prend une place. Si elle la refuse, c'est la personne qui était la première sur la liste d'attente qui est appelée. Et là, c'est la mécanique Parcoursup qui va fonctionner. Donc voilà, sur tous nos campus, il y a 400 places et il y a environ 6000 candidats. Et on va en classer, je ne sais pas, peut-être 4000. Je pense qu'on a... alors, je lis les questions, excusez-nous, on lit en même temps les questions. Ah, j'ai Julien qui dit « Il faut penser à la grève des Gilets jaunes que nous avons subie en décembre et janvier, à Paris principalement. » Oui, ben, ouais, on y pense. Non, mais ne soyez pas trop anxieux sur des sujets comme ça, parce qu'en plus, ce sont encore une fois, des phénomènes qui ont touché beaucoup de personnes. Et voilà. Et si vous avez envie de nous donner des explications, mettez-les dans les espaces d'expression qui sont prévus pour ça. Je suis intéressée par un parcours à l'ESME, dois-je le mentionner dans mon projet de motivation? Oui. Voilà. Oui. Alors, oui, regardez-vous le classement que l'on a dans la classe. Nous, effectivement, quand on va analyser les dossiers, hein, on va regarder les notes précises de chaque élève. On va surtout les comparer à la moyenne de la classe, d'accord? Et on va essayer donc de voir un positionnement par rapport à la moyenne de la classe. Éventuellement une dynamique dans les notes, c'est ce genre de signaux qui nous intéressent. Après, c'est clairement pas le classement qui va être notre base de référence. Donc, je prends une autre question. Si je suis intéressé donc, par un parcours à l'ESME, dois-je le mentionner dans mon projet de motivation? Donc, cette question est déjà également revenue à plusieurs fois sous différentes formes. Encore une fois, oui.
il est important donc de le préciser puisque tout simplement cela nous permettra de voir de façon un peu plus précise et un peu plus explicite quelle est déjà à ce stade-là votre première idée de projet professionnel et tout simplement est-ce que vos motivations et vos appétences correspondent bien aux caractéristiques donc, de l'école en question. Une autre question sur y a-t-il des notes minimales à avoir en terminale, en maths ou en physique? Oui et non. C'est-à-dire qu'on n'a pas fixé de notes éliminatoires, mais il est clair qu'en dessous de 12, après, on prend en compte aussi l'exigence du lycée, hein, donc, mais il faut quand même effectivement avoir un niveau correct en maths ou en physique. Et si c'est limite, effectivement, ça peut être compensé par d'autres éléments du dossier, mais il est évident que nous attachons une importance particulière aux résultats dans ces matières qui sont au centre de notre formation. Alors, une question qui arrive sur les jurys et le choix entre deux écoles. Écoutez, là, il y a une question entre ESME et EPITA. Si vous hésitez vraiment, c'est que vous êtes sur un domaine quand même, c'est-à-dire que EPITA et ESME ont en commun l'informatique. Donc, essayez de développer ce projet en laissant les portes ouvertes. N'allez pas éliminer un projet en vous disant j'ai parlé de telle école, j'ai dû faire ce choix. Et c'est aussi de penser à votre projet, projetez-vous un petit peu. Si vous êtes entre les deux, à un moment donné, de toute façon, vous devrez choisir votre école. Alors, pour compléter un peu ce qui a été dit donc, par Madame Bonnet, regardez-vous les appréciations dans toutes les matières ou seulement dans les matières scientifiques, donc qui rejoignent un peu la question des notes minimales et du point des maths et de la physique. Donc, évidemment, on va regarder donc l'ensemble du bulletin, l'ensemble des appréciations qui nous permettront d'avoir une vision, on va dire, un peu plus globale de qui vous êtes. Mais évidemment, les points primordiaux qui vont nous intéresser dans un premier temps sont justement donc les matières scientifiques telles que les mathématiques, la physique, la SI, la SVT dans une moindre mesure. Mais il faut savoir également que l'anglais est une part également prépondérante sur laquelle donc on s'attarde. Donc, de façon générale, on regardera tout et on s'attardera plus spécifiquement sur des points particuliers. Alors, pardon. Ok. Une question d'Amélie qui nous demande, elle nous dit si je suis intéressé par un parcours à l'ESME, est-ce que je dois le mentionner dans mon projet de motivation? Donc oui, bien entendu, c'est tout à fait essentiel. Ça montre que vous êtes projeté dans les domaines de l'école. Ça montre que vous avez déjà un objectif professionnel, que vous avez un métier en vue et que vous vous dites que tel ou tel parcours vous permettra de mieux y parvenir. Et j'élargis un petit peu. Axel nous demandait aussi, on nous parle de projets, mais est-ce des projets imposés? Est-ce que je peux proposer le mien? Pour moi, ça relève du même champ thématique. Oui, il faut vous engager dans vos études. Vous l'avez compris, hein, nous, on attend des étudiants à la fois une diversité dans les profils que vous allez pouvoir amener à l'école. Tout ça, ça va participer à la richesse de l'école. Et on attend de vous que vous vous engagez dans vos études. Donc oui, venez comme vous êtes, avec vos idées, avec vos projets. Nous, on fera tout pour vous accompagner dans cette direction dans le cadre de vos cursus. Je reprends une question qui a été posée il y a un petit moment, parce que c'est vrai qu'on voit des questions de gens qui ont besoin d'être rassurés, mais j'ai une question là qui m'interpelle, d'Arthur qui dit « Bonjour, est-ce que si on a une classe élitiste et que l'on est très bien classé dans la classe, sommes-nous pénalisés ?» Non, les très bons élèves dans des très bons établissements, évidemment, ne sont pas pénalisés, au contraire, et donc ils seront probablement classés dans le haut de notre classement, ce qui va se traduire par le fait que vous serez probablement appelés parmi les premiers, et évidemment qu'on valorise les bons résultats dans les bons établissements. Alors, donc, je n'ai pas d'expérience professionnelle concrète, ni de stage intéressant. Est-ce pénalisant?
Donc là, c'est pareil. Donc on y a répondu. Il y a 2 questions de façon indirecte, mais évidemment, donc on n'a pas tous donc les mêmes chances et les mêmes possibilités de pouvoir faire des stages ou des activités extra-pédagogiques. Donc on sait très bien que vous avez ne serait-ce que le stage, au moins le stage de 3e, le stage de découverte en 3e, que vous avez donc tous fait ce stage. Mais évidemment, on sait très bien que dans le cadre pédagogique, vous n'avez pas d'autres stages à votre actif. Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'il est important de faire, c'est encore une fois, c'est de nous décrire qui vous êtes, quelles sont vos motivations, comment vous percevez justement votre ancrage dans le cadre donc de l'école, dans le cadre des compétences, des caractéristiques donc de l'école. C'est ça qui est important. Dites-nous qui vous êtes et comment vous vous rattachez à cela. Une question à laquelle je pense qu'on n'a pas répondu et qui est revenue plusieurs fois concernant les élèves qui sont en STI2D. Est-ce que les adaptations qu'on vient de présenter s'appliquent aux élèves issus de STI2D? La réponse est oui. On va procéder exactement de la même façon, donc une note de dossier plus une note aptitude et motivation qui sera basée sur les mêmes éléments. Je rappelle simplement que les 2 campus qui accueillent des étudiants issus de terminale STI2D sont les campus de Paris et les campus de Lyon. Alors, une question sur, encore une fois, le choix de l'école dans le projet Motivé, avec est-ce que si vous nous parlez d'une école, est-ce que nous, on se sentira écarté parce que vous ne nous avez pas cité? Alors, bien sûr que non. Alors, il y a évidemment l'émotion dans un tel processus, c'est le souci de bien prendre en compte votre demande. Notre souci, c'est vous donner la formation qui vous va le mieux et donc ça passe par la façon dont vous avez pu exprimer votre souhait. Mais il n'y a pas de rancœur et nous allons lire tout ça avec intérêt. C'est pour ça on vous parlait des attendus. Il y a le métier d'ingénieur et ce que vous souhaiteriez faire ou l'école dans laquelle vous aimeriez aller. Mais bien sûr, un concours comme le concours Advance, ce sont 4 écoles qui travaillent ensemble. Donc, n'ayez pas peur, on ne se sentira pas frustré. Il y a une question sur les notes de français. Allez-vous analyser les notes du bac de français? J'ai deux choses à répondre sur cette question. D'abord, la capacité à communiquer à l'écrit et à l'oral fait partie des attendus nationaux pour les formations d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit être capable de s'exprimer tant à l'écrit qu'à l'oral. Donc, c'est important, les notes de français, et c'est intégré dans la note de dossier académique. Alors, pour rester sur les langues, Louis nous demande si, en ayant un diplôme d'anglais par ailleurs, donc je ne sais pas à quel diplôme il fait référence, comment il peut le prouver. Donc, vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas ajouter de pièces à votre dossier autre que celles qu'on vous a décrites. Par contre, je pense que la meilleure façon de prouver ce travail supplémentaire que vous auriez pu faire en anglais, c'est tout simplement votre note obtenue durant votre cursus au lycée qui parlera pour ce diplôme-là et pour ce travail complémentaire. Alors, pour continuer donc sur les langues, quelles sont les langues proposées en LV2? Alors, il faut savoir que à ce jour, à ce stade-là, donc notamment en cycle préparatoire, nous proposons donc effectivement des LV2, mais de façon donc optionnelle, même si donc nous réfléchissons à l'intégrer de façon un peu plus importante, couplée à la LV1 anglais. Plus concrètement, comment ça se passe pour ces fameuses LV2? Nous demandons donc en début d'année, voire en début de chaque semestre, si les étudiants sont intéressés pour suivre des cours de LV2. Et suite à ces résultats, nous pouvons donc ouvrir des classes dans lesquelles donc, il y a le plus de demandes. Donc, de façon assez explicite, ces dernières années, les LV2 qui ont été d'ailleurs le plus demandés ont été donc le japonais, déjà dans un premier temps. Alors, on a posé la question et on s'est quand même intéressé à ça. On s'attendait à voir le chinois arrivant en trombe. Et c'est non le japonais qui est arrivé. Et les étudiants nous ont répondu que cela était dû en fait tout simplement à une génération manga des années 90, début des années 90, fin des années 90-2000.
qui apportait donc cet attrait. Dans une autre moindre mesure, on a eu également donc beaucoup de demandes en espagnol et également donc en chinois et en allemand. Donc oui, les LV2 sont toujours proposés à titre facultatif, donc pour le moment à l'ESME. Sur Paris, on a aussi le coréen. Et puis, si on a un groupe d'étudiants motivés, on peut ouvrir une LV2 vraiment à la demande. Et comme le disait M. Crouzil, on réfléchit très très fortement à intégrer la LV2 dans le programme obligatoire, même si pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y a une question technique. Pouvez-vous expliquer comment on peut choisir un jury d'école plutôt qu'un autre? Alors là, je pense que c'est un choix que vous avez dû faire au moment de l'inscription au concours Advance. Donc, au moment de l'inscription, quand vous avez choisi le concours Advance sur Parcoursup, vous avez dû répondre à ce qu'on appelle des questions supplémentaires et qui étaient basées évidemment sur les épreuves telles qu'on prévoyait de les faire passer et où on vous demandait où est-ce que vous vouliez passer les épreuves orales, sur quel site, avec quel jury et où est-ce que vous vouliez passer les épreuves écrites, donc sur quel centre d'examen. Donc je pense que vous ne pouvez plus modifier cela. Et si vous répondiez rien, c'était jury indifférencié. Mais bon, voilà, c'est pas grave en soi, c'est que simplement, c'est les gens qui ont choisi le SME, on s'est dit, bon, ils ont un intérêt peut-être particulier pour notre école, mais voilà, il n'y a pas de pénalité si on n'a pas choisi un jury ESME. Alors, il y a une question là sur quelqu'un qui dit avoir eu du mal de se mettre au travail et dernièrement, grâce à l'ESME et l'intérêt pour le concours, il voudrait savoir comment montrer sa progression et son évolution. Alors ça, c'est quelque chose, déjà en quelques lignes, où on a compris le message. Donc ça, c'est très bien. Vous remettez ça dans votre projet. Et puis, si vous avez des éléments qui montrent cette progression et cette évolution, mettez-les en avant. C'est-à-dire que vous nous parlez de cette progression, de cette évolution, de votre état d'esprit, et c'est là où vous allez pouvoir mettre en avant cette évolution et mettez ça en relation avec le SME, puisque c'est là où vous tirez votre source de motivation. Une question sur les doubles diplômes. Donc, on revient un peu sur les contenus de la formation. Excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de questions, du coup, je ne vois plus la question. C'était, existe-t-il des doubles diplômes? Donc, oui, il existe beaucoup de doubles diplômes proposés donc, en dernière année d'études. Différents types, donc des doubles diplômes avec d'autres écoles pour compléter en fait le diplôme de l'ESME. Donc souvent avec d'autres écoles d'ingénieurs, notamment on a un partenariat avec Centrale Supélec qui permet aux étudiants qui le souhaitent et qui sont acceptés dans ce cursus de valider un diplôme de diplôme de spécialité de Centrale Supélec en plus du diplôme d'ingénieur de la SME. On a aussi, avec d'autres écoles du groupe Ionis auxquelles nous appartenons, des doubles diplômes qui valident plutôt des doubles compétences, donc souvent sous forme de certificat, mais également sous forme de double diplôme grade de master, par exemple avec l'ISG en management, et sous forme de certificat avec Subiotech et avec IARTSUP pour le design. On a des doubles diplômes universitaires pour les élèves qui auraient envie de poursuivre sur des activités de recherche. Donc on a des doubles diplômes avec des universités en Île-de-France, l'Université Paris-Saclay et l'Université Paris-Est-Créteil. Et puis, on a évidemment aussi beaucoup de diplômes, double diplômes à l'international, plus de 25 sont proposés. Donc, pour des étudiants qui, en dernière année, souhaiteraient, en plus du semestre international, repartir, valider leur dernière année chez un partenaire à l'international et donc bénéficier d'un double diplôme d'une autre université ou d'une autre école dans un autre pays.
Alors, je rebondis sur une question de Marine demandant, donc l'école nous aide-t-elle dans la recherche des stages? Alors, il faut savoir que l'accompagnement fait partie de l'ADN de l'ESMU Sudria, hein. Nous sommes très présents, autant les équipes administratives que pédagogiques, auprès des étudiants et des étudiantes. Et évidemment que la recherche de stage en fait partie. Alors, cela n'empêche pas que, évidemment, cette recherche reste malgré tout une recherche personnelle et fait partie du développement donc, de la personne et du développement de l'étudiant. Alors, il faut savoir que pour cela, nous avons un des plus gros réseaux de France, hein, le réseau de l'ESMU Sudria, notamment donc l'AIESME, qui est l'association donc des diplômés donc, de l'école, qui représente, il faut quand même le souligner, 15 000 diplômés depuis 1905. Et il y a parmi ces 15 000, évidemment, 5 500 personnes encore en activité. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a ce très fort réseau qui se présente aux étudiants et sur lequel, évidemment, l'ensemble de nos étudiants peut s'appuyer pour faire la recherche de ces stages. Mais évidemment, donc, il y a toute une démarche à faire. Nous mettons également en place des ateliers pour aider les étudiants donc, à faire ces recherches, à construire un CV, à construire une lettre de motivation, à se préparer donc à un entretien de motivation. Donc tout ça est un développement, est un cursus, tout au long du cursus à l'école. Donc un peu dans la lignée de ce que M. Crouzil vient de dire sur le lien aux entreprises, un peu plus généralement, il est vraiment essentiel à l'école. M. Crouzil vous a déjà parlé de certaines dimensions. On peut rajouter à ça le fait que, d'une part, beaucoup de nos intervenants sont des professionnels en entreprise. C'est pour nous très important parce que ça montre vraiment qu'on va chercher des éléments de formation d'actualité par des gens qui sont à la pointe dans le domaine. Ce lien aux entreprises, on le construit aussi petit à petit dans le cursus de l'école. C'est-à-dire que à la fois, on a vraiment, on imagine comment mettre en scène ce lien avec les entreprises. Donc, comment est-ce que dès le début de la formation, et ça, probablement, c'est un des avantages, un des atouts du cursus intégré, c'est qu'on peut très tôt imaginer ce lien et cette relation entre les étudiants et les entreprises qu'on fait venir à l'école pour que les étudiants, petit à petit, comprennent ce que ça veut dire qu'être ingénieur dans une start-up, dans une PME, dans un grand groupe, dans le domaine de l'énergie, de la mobilité, sur tel ou tel type de mission, puisqu'encore une fois, le métier de l'ingénieur recouvre une réalité qui est très vaste. Donc, on va mettre en musique ce lien-là tout au cours de la formation pour aider l'ingénieur à se construire et on va même aussi essayer de l'intégrer plus finement après dans le cursus. J'ai vu des questions défiler, notamment sur les projets. Bien entendu, on travaille sur des projets d'entreprise et on a beaucoup d'appétence pour ça et on essaye de cultiver notre écosystème local pour qu'on puisse avoir des professionnels. Alors, soit on va les chercher, soit c'est des gens qui viennent directement à nous avec des projets en particulier. Alors, je pense à Lyon, où on a une jeune start-up qui travaillait sur un projet de ballon lumineux. On a travaillé avec cette start-up pour concevoir un prototype, pour évaluer les choses avec elle. On a travaillé avec un agriculteur on est en train de travailler avec un agriculteur qui veut concevoir un robot spécifique pour l'aider dans la gestion de ses champs. Donc vous voyez, ça pour nous, ça a beaucoup de valeur puisque c'est des projets qui en plus s'ancrent dans une réalité avec un cahier des charges précis. Et donc on l'entretient aussi. Donc vous le voyez, pour résumer, ce lien aux entreprises, il est tissé sur une maille très fine et vraiment il participe à la qualité de la formation qu'on délivre à nos étudiants. On a une question, je pense, d'un élève qui est en STI 2D et qui se pose la question de savoir s'il y a des remises à niveau pour les élèves issus de STI 2D. Non, les élèves de STI 2D sont beaucoup moins nombreux que les élèves de S et ils sont intégrés dans les classes, sachant que on a une pédagogie qui d'abord est modulable en fonction des élèves, c'est-à-dire qu'on a par exemple des cours de soutien, mais pas seulement pour les STI 2D, pour tous les élèves qui en ont le besoin dans certaines matières. Et puis, on est aussi sur des pédagogies qui favorisent et encouragent l'entraide et la collaboration. Notamment, nos étudiants sont amenés à travailler en groupe
y compris dans les matières théoriques comme les maths et la physique. Et donc, on demande aussi aux étudiants qui ont plus de facilité d'aider ceux qui, au démarrage, ont parfois peut-être quelques difficultés. Donc, voilà, on est plutôt dans une démarche d'intégration, de collaboration et d'accompagnement que dans une démarche de mettre les élèves de STI 2D dans des parcours spécifiques. Et que se passe-t-il si on échoue? Parce que c'est aussi une question. Eh bien, on a la possibilité de redoubler d'abord. On peut redoubler une fois, soit sa première, soit sa deuxième année. Et puis, on propose aussi parfois des solutions de réorientation, puisqu'on a d'autres formations, notamment on a des formations plus courtes comme des BTS et des bachelors, et ça peut parfois être une solution quand vraiment on n'a pas réussi à valider le passage de la première année de prépa dans la deuxième année de prépa. Mais l'objectif, c'est de faire réussir tout le monde. Encore une fois, une prépa intégrée, c'est pas un concours. Et donc, si on intègre une prépa intégrée, c'est pour réussir, quel que soit le bac dont on est issu. Je pense qu'on va mettre un terme à cette discussion. On remercie tous les gens qui ont participé, qui ont alimenté le débat à travers leurs questions. On espère avoir éclairé les participants, vous avoir rassuré sur le fait que le concours va bien avoir lieu et qu'on va être en mesure de sélectionner et de bien sélectionner nos futurs étudiants. On est joignable, on est là, on est présent, donc il y aura d'autres échanges peut-être. Il y aura une journée porte ouverte qui sera organisée en mai, on espère à la fin de la période de confinement et au moment des résultats de Parcoursup. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Dernier point, je crois que je suis dans le désordre par rapport à ce qu'on avait prévu. Vous avez donc tous jusqu'au 2 avril pour valider vos vœux. Faites-le, surtout n'oubliez pas. Vous pouvez le faire dès à présent. Et même pour ceux qui ont déjà validé le vœu Advance, vous pouvez encore revenir sur les éléments de votre dossier dont on a parlé, en particulier les rubriques activités, centres d'intérêt et la rubrique projet de motivation motivé. Donc n'hésitez pas à retourner sur ces éléments pour les compléter en fonction des informations que nous venons de vous donner. Merci à tous, bon week-end, bon courage pour le confinement et pour le travail en ligne et pour la préparation du baccalauréat dans ces conditions si particulières.